je suis Benjamin Simon-Cotte, préparateur physique de l'équipe professionnelle. Je suis au club depuis pas mal d'années maintenant. J'étais joueur du centre de formation, ensuite préparateur physique du centre de formation pendant 6 ans. Et là, je suis sur l'équipe pro depuis 3 ans. Donc moi, je suis passé par la filière STAPS. J'ai un master en STAPS. J'ai eu la chance de pouvoir enchaîner avec mon stage au centre de formation de Grenoble, mon stage de dernière année de master. Et ensuite, l'aventure a continué. Ils m'ont embauché. J'ai fait mes armes avec la jeunesse du club. Et ensuite, j'ai eu la chance il y a 3 ans de rentrer dans le staff pro avec l'arrivée de Johnny Claxton. Donc, voilà. C'est vrai que quand j'étais joueur, moi, la prépa physique, ça m'a toujours branché. Je sais pas, c'est parce que j'étais ailier ou quoi. Peut-être que les ailiers préfèrent la prépa par rapport aux piliers, j'en sais rien. Mais moi, ça m'a toujours branché et je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier, on va essayer. J'ai fait la filière STAPS, je me suis dit allez, on tente le coup, je sais que c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de débouchés. Mais j'ai fait le truc à fond, ça m'a éclaté, j'ai participé au mieux que je pouvais à tous les cours et franchement c'est un vrai métier passionnant, quoi. La préparation physique, c'est la gestion du processus d'entraînement des joueurs pour les emmener à leur meilleur niveau physique sur le match qui nous attend le week-end, mais aussi sur toute la saison. Donc physiquement, c'est-à-dire au niveau du foncier, du cardio, au niveau de la vitesse, au niveau de la force, mais aussi au niveau de la prévention des blessures. Donc ça, c'est aussi une des facettes où on a un petit peu de chance au FCG, c'est qu'on est 4 préparateurs physiques sur le staff pro, que les 4 préparateurs physiques ont des spécialités un petit peu fines. C'est-à-dire qu'on a Pat qui s'occupe de la musculation. Aujourd'hui, la muscu, c'est plus pousser de la fonte seulement. C'est bien plus complexe que ça. Et c'est quelque chose qui regroupe un peu toutes les caractéristiques neuromusculaires du joueur. Donc il y a la vitesse, il y a la force, il y a la puissance entre les deux, qui recroise un petit peu ma spécialité à moi, qui est l'entraînement de la vitesse, mais plus typé sprint. Donc en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, avec Pat, on travaille vraiment main dans la main tous les jours, quoi. On fait même des séances ensemble au quotidien. Donc, et puis il y a aussi la thèse de Pat, donc peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard. Il y a Rob qui s'occupe des blessés, donc plus spécifiquement des blessés. Après, bien sûr qu'il intervient aussi sur le reste du groupe, mais blessés, reprise de blessures. Et on a Jonathan, donc Jono Howard, qui vient d'Australie, des Reds du Queensland, qui lui a la spécificité de s'occuper de la préhab, c'est-à-dire tous les petits protocoles qu'on va mettre en place pour prévenir l'apparition des blessures chez les joueurs. Mais en fait, là je sectorise un petit peu chacun d'entre nous, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout se recroise. La muscu, la vitesse, la prévention des blessures, en fait, chacun travaille avec l'autre. Si on commence à se mettre à se cloisonner dans notre secteur, ça fonctionnera jamais. Aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir une super bonne cohésion entre nous 4, et ça fait qu'en fait, au quotidien, on travaille, on est dans l'échange tout le temps. Et c'est comme ça qu'on construit quelque chose qui fonctionne, je pense. En fait, le but, c'est de flirter avec les limites sans jamais les franchir. Et ça, pendant 50 semaines. Donc c'est un sacré défi qu'on ne fait jamais 100% malheureusement, hein. Mais donc nous, on a des logiciels qui nous permettent de suivre un petit peu le ressenti des joueurs. En fait, chaque matin, ils se lèvent et ils ont un questionnaire sur leur téléphone qui nous remplissent. Et aussi une cotation des séquences d'entraînement de la veille, avec des difficultés de 1 à 10, que nous on multiplie par le temps d'entraînement. On croise ça avec les données GPS, les données cardio, et ça nous donne un état des lieux de la charge du joueur. Donc faire ça pour 50 joueurs aussi, c'est compliqué, mais on essaie d'individualiser au mieux, en fonction des temps de jeu aussi des mecs qui enchaînent beaucoup de matchs.
des mecs qui n'ont pas joué depuis longtemps, des mecs qui reviennent de blessures. Essayer de croiser tout ça pour, comme tu disais, que le mec s'entraîne au maximum de ce qu'il est capable d'encaisser sans franchir la limite qui fait qu'il bascule sur une blessure. Donc la problématique, c'est avoir chaque week-end des joueurs au maximum de leur capacité physique, et ça sur 30 matchs en Pro D2, même plus si tu fais les phases finales. Sincèrement, en Pro D2, c'est plus simple qu'en Top 14. En Top 14, tu as des blocs qui n'en finissent jamais, des blocs de 14 matchs. C'est la Coupe d'Europe qui se rajoute à ça. C'est compliqué. En Pro D2, on a la chance d'avoir 4 matchs, un week-end off. 4 matchs, un week-end off, et ça se répète pendant la saison. Donc nous, ça nous permet vraiment de mettre en place des stratégies avec des charges sur certaines semaines, des variations de charges pour que les mecs puissent récupérer au cœur des blocs et faire remonter les niveaux de puissance, de fraîcheur. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on réfléchit. On a tout le temps les coachs qui eux sont focalisés sur le week-end, être performant dimanche, être performant vendredi, il faut qu'on soit à 100%. Et nous on est toujours là à essayer de garder dans un coin de notre tête l'image globale, de se dire bon ok, là on voit dimanche, la fin du bloc c'est dans 3 semaines, mais il y a aussi 6-7 blocs à enchaîner. Donc on essaie tout le temps de les faire revenir un peu à la raison parfois, à leur dire les gars, je sais qu'on a beaucoup de trucs à voir, il faut faire ci, il faut faire ça, mais on a aussi une saison à tenir. Donc en fait nous, notre boulot aussi c'est d'essayer d'avoir un petit recul sur la semaine et de comprendre que cette semaine elle fait partie d'une saison en rallonge. Et on doit les préparer pour le sprint du week-end, mais on doit les préparer pour le marathon de la saison. Donc c'est deux variables à prendre en compte. Ouais, ça existe. Nous, notre pic de forme, il doit durer combien ? 30 semaines. Franchement, on peut pas se dire... Si, on le fait pour les phases finales. Mais le problème, c'est que si on n'est pas en forme sur la saison, les phases finales, on n'y accède pas. Donc pour l'instant, j'ai envie de te dire, j'ai plein d'idées pour un pic de forme pour les phases finales, mais la priorité, c'est déjà d'être en forme tout au long de la phase régulière. C'est obligatoire de réfléchir comme ça. Ouais, c'est clair. C'est intéressant parce que nous, on a la chance, enfin pour moi, c'est une chance, c'est qu'on ne fait pas la feuille de match. Nous, jamais on influera sur qui va jouer le week-end. Et du coup, ça, les joueurs, ça te permet d'avoir une relation différente avec eux. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent un peu se confier. S'il y a un truc qui ne va pas, ils vont jamais aller voir le coach et lui dire « Putain, j'ai un problème à ce niveau-là ». Parce que le coach, s'il sait que le mec il a un problème, peut-être que ça peut jouer sur sa décision de le mettre sur la feuille de match ou pas. Nous, on n'a pas ce rôle-là. Donc, ça casse un peu des barrières. Et c'est vrai que si t'es prépa physique, tu dois aimer aussi ce côté-là. Ce côté humain avec le joueur, et si tu l'oublies, ça fonctionnera jamais. Tu peux avoir les plus belles séances de prépa physique, les plus belles séances de muscu. Si tu prends pas en compte le côté humain de ton joueur, il se passera jamais rien. Et donc, à nous de construire cette relation de confiance pour que le mec se sente à l'aise avec toi, comprenne que tu vas pas aller tout cafeter au coach ce que le mec t'a raconté, tu vois. Et c'est comme ça que tu construis quelque chose et que tu arrives à passer certaines barrières que le joueur aurait jamais imaginé franchir. Non, c'est pas par rapport à ça, bien sûr. Ça, un mec fatigué, donc nous on croise les données subjectives du joueur, ce qu'il ressent, avec les données objectives. Voilà, il a des tests physiques en chute libre. On voit qu'il y a plein de données qui nous font comprendre qu'il se passe quelque chose et qu'il faut le prendre en compte. Il est fatigué, il a enchaîné trop de matchs. Donc là, bien sûr que je vais aller discuter avec le coach et lui dire bon, lui, si on continue, on va avoir un problème, il va finir par se blesser. Mais c'est plus si le joueur me dit bon bah voilà, à la maison ça va pas, je dors pas la nuit, parce que si, parce que ça, mon gamin il pleure toute la nuit,
Je vais pas aller voir le coach et lui dire ouais, lui, son gamin il pleure. Enfin, tu vois, je vais pas parler de choses privées. C'est juste que moi, ça va me permettre de mettre une pièce de plus au puzzle pour comprendre le système du joueur, pour comprendre comment il évolue, pourquoi il est fatigué, qu'est-ce qui se passe. Mais non, ouais, dans nos discussions, on rentre plus dans une sphère intime. Et le coach, ça le regarde pas. Ça n'apporterait aucun plus à la discussion. Pour ceux qui sont étrangers à ce boulot, ça peut paraître compliqué, mais nous, sincèrement, et d'autant plus dans ce staff, sincèrement, il y a beaucoup de journées où on finit et on s'est régalé aujourd'hui, c'est énorme. Quand tu vois les perfs de tes gars qui sont en hausse, un peu comme aujourd'hui, tu vois, on est sur une dernière semaine du bloc, et là, ce matin, il y a certains mecs qui enchaînent des matchs, et qui arrivent là et qui font des records aujourd'hui sur certains trucs nerveux, tu vois, sur des sauts, sur les sprints. Et là, tu te dis, putain, c'est bon. On a essayé des stratégies et ça a l'air de fonctionner, tu vois. Donc là, c'est une vraie satisfaction. Après, souvent, c'est éphémère. Dans ce boulot, il faut toujours te remettre en question, toujours garder les pieds sur terre et te dire, bon, là, on vient de finir le bloc de 4, ça a bien marché, mais ça se trouve, si je fais copier-coller sur le bloc suivant, ça va pas du tout marcher. Donc tu vois, c'est aussi une satisfaction de toujours se remettre en question, se réadapter à la situation, trouver les solutions que tu penses les plus adéquates pour répondre aux problèmes du moment, tu vois. Après, c'est ce qui fait la beauté du rugby aussi, tu vois. C'est que parfois, tu as tous les voyants au vert, enfin la beauté, ou la cruauté, j'en sais rien, mais tous les voyants sont au vert, et tu perds. Et sur le coup, tu sais même pas pourquoi, tu vois. Donc moi, sincèrement, sur le coup, c'est dur. Franchement, autant que les coachs, autant que les joueurs, on finit un match, on a perdu, on se dit putain, c'est pas possible, on a tout bien fait, quoi. Et on a perdu. Mais moi, je trouve que c'est motivant, quoi. Ça te booste. Tu te dis bah ouais, t'as tout bien fait, c'est pas encore assez, tu vois. Si on a perdu, après c'est un système complexe, mais il faut trouver des solutions. Il faut encore essayer de faire mieux, il faut encore essayer de comprendre pourquoi. Même si bon, le rugby, ouais, c'est complexe. Tu peux être nickel physiquement, tu peux. C'est pas des stats malheureusement, tu vois. Tu mets tous les plus rapides dans la même équipe, tu vas perdre. Tu vois, c'est un sport complexe. C'est plein de paramètres qui rentrent les uns dans les autres. Donc c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Après, on échange pas mal entre prépa, on regarde ce qui se fait dans les autres sports, on regarde ce qui se fait dans les autres pays. Et puis nous, particulièrement ici, je pense, on est un staff assez dynamique là, avec Pat, avec Rob, avec Jono. Et on n'hésite pas à tenter des trucs, tu vois. Des fois, trucs qui n'existent pas. Et franchement, on fait plusieurs choses qui se font pas ailleurs, tu vois. Mais on se dit pas, putain, s'ils le font pas ailleurs, peut-être qu'il faut pas le faire. Non. Nous, on part du principe, et la thèse de Pat nous a beaucoup aidé là-dessus, c'est que tu testes, tu fais tes tests physiques sur la filière que tu veux développer, tu tentes un protocole d'entraînement, ton idée que tu as eue, et tu retestes après. Si ton retest, il est bon, tu as peut-être mis le doigt sur un truc, tu creuses, on continue. Si le retest, il est pas bon, et c'est qu'il y a un problème quelque part, c'est peut-être pas une bonne idée, c'est peut-être pas le moment de faire ça. Mais en fait, on est rentré dans une logique un peu scientifique, tu vois. On n'est plus là à se dire, voilà, ce qui se fait, c'est ça, je le fais, et je me soucie pas de l'impact que ça a sur les joueurs. On a essayé d'être un peu plus strict avec nous-mêmes, et d'accepter parfois de dire, non, ton idée est pourrie, ça marche pas. Bon, faut pas que ça arrive trop souvent, tu vois. Mais et ça, c'est une vraie nouveauté en tant que prépa physique. C'est que les autres années, j'avais un test de force, un test de vitesse, mais j'avais pas des tests aussi poussés qu'on a aujourd'hui et qui nous permettent vraiment de savoir si ce qu'on fait, ça marche ou pas.
Donc le thème de la thèse, c'est les qualités neuromusculaires du rugbyman. Donc comme tu l'as dit, on a la chance de le faire en partenariat avec l'Université de Grenoble, avec la Fédération française de rugby, il y a aussi l'Université de Chambéry qui nous donne un coup de main et l'Université de Nice. Donc on est au milieu d'un gros système là. Ce truc qui s'est lancé, c'est assez puissant, ce qui nous permet d'avoir du matériel de très haute technologie, qui nous permet de faire des choses qu'on n'aurait même pas imaginé pouvoir faire il y a quelques années, qui nous met aussi des moyens humains, parce que ça génère beaucoup de données, beaucoup de data, et au final, pour Pat, parfois c'est dur, parce qu'à la base on est prépa physique, donc préparateur physique plus chercheur, ça fait une sacrée masse de travail. Donc eux, ils nous mettent à disposition des étudiants ou même des professionnels qui viennent nous épauler un peu là-dessus, nous permettre de rester concentrés sur notre objectif premier qui est performer avec l'équipe pro. Mais à côté de ça, pouvoir quand même aller creuser un peu le truc et comprendre exactement ce qui se passe au niveau neuromusculaire chez nos rugbyman en saison. Ce qui est quelque chose de, pour l'instant, complètement nouveau, et ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Ça fait des années qu'en fait on ne sait pas trop ce qui se passe. En fait, je vais peut-être paraître un peu dur, mais je me rends vraiment compte que ça fait 7-8 ans qu'on bosse avec des GPS, des trucs de haute technologie, et qu'en fait on commence seulement à comprendre un petit peu l'intérêt du truc, quoi, et la puissance du truc, comment tu peux l'utiliser pour que ton entraînement il soit plus performant. Donc ça fait seulement quelques saisons là où on commence à optimiser le truc, et je pense que si on rediscute dans 3 ans, je te dirais qu'aujourd'hui on se rendait pas compte de toute la puissance non plus. En fait, on dispose d'un truc vraiment performant, mais à nous aussi de l'utiliser et de le mettre au service de la performance rugby, quoi. Et nous, comme je te disais tout à l'heure, on s'éclate parce qu'on découvre des nouveaux trucs, on teste, ça marche au niveau des GPS, sur les séances de conditioning, on se rend compte de choses, la haute intensité, qu'est-ce que ça veut dire, et sincèrement, ces nouvelles technologies, elles aident vraiment à ça, elles aident vraiment à comprendre ce qui est une séquence à haute intensité sur un match de haut niveau, ce qui est une action à haute vitesse sur un match de haut niveau, et des petites subtilités, mais qui pour un préparateur physique font une grande différence quand tu fais tes choix de contenu. Et sincèrement, je pense qu'on a vraiment de la chance au FCG, notamment grâce à cette thèse, mais aussi grâce aux moyens qui sont mis sur la préparation physique au club. On est écouté, on est respecté, et on est aussi aidé et épaulé par le club qui nous met des moyens à disposition. Donc aujourd'hui, nous, ça nous aide, et à nous de faire encore mieux sur les mois à venir et sur le reste de la saison, quoi. Ouais, moi ce que je vois déjà, c'est que le poids des packs il diminue. Il y a un moment, c'était la course à l'armement, il fallait que ton pack il fasse 950 kg, sinon t'existais pas. Aujourd'hui, si tu regardes les packs sur la Coupe du Monde, les mecs, il y en a très peu qui dépassent les 900 kg. Et même les Sudaf, qui apparemment c'est des monstres, ils sont à 870, un truc comme ça. Mais en fait, c'est que les mecs, le but c'est pas d'être le plus lourd possible maintenant. C'est oui d'avoir de la masse, mais d'être capable de déplacer ta masse, et déplacer ta masse pendant 80 minutes. Donc déplacer ta masse pour être puissant à l'impact, mettre ton équipe dans l'avancée, mais aussi que le mouvement général de ton équipe, tout le monde soit capable de tenir une intensité pour être sur les zones d'affrontement avant les autres, replacer en défense avant les autres, être au soutien avant les autres. Enfin, c'est tout des petits détails qui, si tu as 10 kg de plus que ton vis-à-vis, ouais, sur un impact ou deux, il va te faire mal. Mais à la longue, quand on va répéter les efforts, lui il va chuter, toi tu vas te maintenir, et en fait ça crée des espaces, ça ouvre des portes, ça crée des opportunités, et en fait les mecs trop lourds dans ce rugby, ils sont moins performants que les mecs un peu moins lourds. Je te dis pas qu'on va jouer qu'avec des sauterelles, hein, mais on est en train de changer un petit peu le profil du joueur type, et on l'oriente un peu plus vers la vitesse, la puissance, que seulement la force et le poids. Ça c'est clair.
Larange par exemple, c'est un super exemple parce que ouais, il est moins lourd que les autres arrières de Pro D2, mais en fait par rapport à ce qu'il a besoin de faire sur le terrain, il va plus vite que les autres. Il a plus d'appui que les autres, plus d'accélération que les autres, et en fait par rapport à son boulot qu'il a à faire, bah ça le rend performant. Donc on se rend compte qu'en fait par rapport à son profil de joueur, tu vas batailler 3 ans pour lui faire prendre 5 kilos, et en fait ça lui aura pas apporté grand chose, ou alors tu vas te focaliser sur d'autres choses. La vitesse il l'a, on peut encore la développer un petit peu, on peut encore bien améliorer ses capacités d'accélération, de changement de direction, de prise de décision, et là en fait tu vas gagner du temps, et tu vas gagner de l'énergie, et le mec en finale, c'est des stratégies, hein. Peut-être que tu vas avoir un autre préparateur physique et te dira autre chose. Pour moi, la stratégie, oui, il va prendre quelques kilos, et ça naturellement avec les années qui vont passer, l'âge, c'est encore un jeune joueur, il va prendre quelques kilos, mais de là à faire un focus sur son gabarit, moi je suis pas d'accord. Il s'en sort bien, et il s'en sortira encore mieux, mais pas forcément avec 15 kilos de plus. Non, après si on peut rentrer un petit peu plus dans le côté pratique de la prépa physique. Mais en fait nous on travaille beaucoup avec les profils force-vitesse des joueurs. Et en fait ton profil force-vitesse, c'est très rare qu'il soit équilibré parfaitement. Il se déséquilibre toujours un peu plus vers la vitesse ou un peu plus vers la force. Et donc c'est là où on va aller jouer sur ton point faible. Si tu es déséquilibré, tu manques de force, on va aller jouer sur ta force. Si tu es déséquilibré en vitesse, on va plutôt aller jouer sur ta vitesse. Et là on se rend compte qu'en fait tu progresses beaucoup plus rapidement en faisant ça. Mais pour nous, tu vois, point fort, point faible, c'est pas forcément lourd ou léger. Mais on va plus rentrer dans le truc à se dire par rapport à son profil sur le sprint, il manque un peu de force. Ça veut dire qu'il est moins bien sur ses accélérations. Et c'est là où nous on parle de point fort et point faible. Bon, à la base, on avait fait ça pour que les analystes restent un peu en forme. Parce qu'ils sont toujours dans leur bureau, ils font rien. Du coup, on s'est dit, il faut trouver un truc, il faut les faire bouger. Donc on les a un peu provoqués, on les a un peu piqués. Ça a commencé déjà avec Johnny Claxton l'année dernière. À la base, on les piquait sur un truc tranquille, sur les fléchettes. Manque de peau, ils sont très très bons aux fléchettes. Du coup, on s'est dit, il faut trouver un truc un peu plus physique. Et on a trouvé cette idée de kick tennis qui les a bien attirés, et du coup, on a mis un petit fil rouge en place à chaque fois. Et on se fait des petits challenges, on parie sur qui devra faire les cafés toute la semaine, des petits délires comme ça. Mais j'avoue qu'ils progressent. Hein. Ouais, le but c'est que il faut pas qu'il y ait 2 rebonds dans ton camp ou que le ballon rebondisse et sorte du terrain. À 2 contre 2 dans les 22 mètres, avec un filet au milieu, comme un tennis. Enfin un filet, c'est une bande de 10 mètres en fait. Et le but donc il faut couvrir du terrain, quoi. Il faut cavaler, hein, franchement. Ça paraît débile comme ça, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Surtout que parfois, ça nous arrive d'y jouer pendant 1h30, quand le score est un peu serré, qu'on veut pas lâcher le truc. Et on passe des moments assez sympathiques avec eux. Vous êtes encore devant quand même. Mais bien sûr qu'on est encore devant. Alors franchement, on rigole bien, on a toujours des petits délires comme ça, les fléchettes, dès qu'on peut trouver un jeu. Mais ça, c'est avec les analystes, mais avec les coachs rugby, c'est pareil. Et sincèrement, c'est un vrai plaisir parce que bon, on a des métiers privilégiés, hein, mais on a quand même un peu la pression, quoi. C'est pas tous les jours marrant, c'est pas tous les jours facile. Et le fait de toujours garder ces petits délires entre nous, ces petits jeux qui nous stimulent et qui nous font rire, je pense que le jour où on perdra ça, il faudra commencer à se faire du souci. Pour l'instant, on est bien.